Bonjour Valérie, Bonjour Grégory. merci d'être avec nous pour nous parler de l'AWE Europe où auquel tu as assisté. Alors si on se rappelle un peu, on donne deux, trois éléments. L'AWE Europe, c'était à Vienne cette année, c'était fin du mois d'octobre. C'est ça. C'était aussi un retour de l'AWE sur le continent européen, puisque je crois que le dernier AWE Europe a dû se dérouler avant la pandémie, si je me souviens bien. Non, il y en a eu un à Lisbonne l'année Ah, il y en a eu dernière. un à Lisbonne, exact. C'est ça, mais tu as raison, l'année dernière, en revanche, c'était le retour. Je crois que Vienne, c'était la 7e édition européenne. Donc, les autres étaient effectivement avant la pandémie. Donc, commençons par le commencement. Tu as pu profiter de l'AWE Europe. Est-ce que tu peux nous dire, pour commencer hein, de façon assez générale, l'ambiance que tu as vue là-bas? Alors, bah écoute, déjà Vienne est une très jolie ville, hein, j'avais oublié. Et c'est vrai qu'en plus, on a eu beaucoup de chance. Il faisait très beau le 24 et 25 octobre, ce qui n'était pas gagné d'avance. Et il y a eu pas mal de monde, du coup, qui s'est rendu à Vienne. Donc, ils avaient 1600 inscrits, je crois, et qu'au final, ils ont eu plus de 2000 personnes qui ont visité le salon. Ils avaient l'air plutôt contents. C'était vrai que les allées étaient plutôt occupées par pas mal de monde, beaucoup d'international, vraiment plein de pays d'Europe, mais aussi au-delà, hein, et je pense qu'on discutera aussi un peu d'Asie, mais il y avait aussi pas mal d'Américains, Mhm. et notamment effectivement des conférenciers, parce qu'il y avait plus de, je crois, 200 conférences pendant 250 speakers annoncés et des grands tracks de conférences. Alors dans la grande tradition de la WE, des tracks relativement précis de conférences ouais. et peut-être, alors je me rappelle plus exactement, mais deux, trois, quatre en parallèle. Ouais, alors là, cette année, il y en avait même une bonne dizaine de tracks. Et effectivement, tout était un petit peu de concert. Donc, c'est vrai que cette année, je l'avais fait, il fallait quand même bien, bien se préparer parce que il y avait effectivement les conférences et en parallèle, il y avait l'expo. Oui. Alors là, c'est là où j'ai un peu regretté parce que je trouve que les temps d'ouverture de l'exposition sont vraiment trop courts. Donc, ça a commencé vers 11 heures le premier jour jusqu'à 17 h, 18 h, et puis 10 h, 16 h, quelque chose comme ça le deuxième jour. Donc, c'est vrai que si tu veux vraiment bénéficier des deux, en tout cas faire un petit peu des, ça devient compliqué. Ça devient compliqué, surtout qu'il y avait 120, ouais, un peu moins, mais parce qu'il y a eu quelques annulations dues aux circonstances politico-économiques, mais bon, je dirais oui, il y avait bien 110 exposants, effectivement tous du monde XR, donc tu as un peu envie de fouiner partout. Moi, je dirais, ça mériterait presque une troisième journée, ou en tout cas des temps d'exposition beaucoup plus rallongés, pour aussi rentabiliser le temps des gens qui se déplacent juste pour exposer. Donc voilà, je pense que c'était un bon cru. Il y avait à nouveau, les gens se sont déplacés. L'ambiance était plutôt bonne. Je pense qu'on est encore dans ces moments où les gens du secteur sont contents de se revoir en face à face, hein. On est encore dans cette bonne tendance positive. Et puis, effectivement, pas mal de gens représentatifs du marché, enfin de sociétés représentatives du marché étaient là, de la partie applicative, matérielle, mais aussi, on en parlera, je pense, les investisseurs, les grandes boîtes, les fournisseurs de composants, et puis les assos aussi, hein. Il y avait la IXR, XR Vienna, qu'on a profité, Oui. effectivement, il y avait pas mal d'Autrichiens, forcément, à cette occasion. Virtual World Society, Remersible, CNXR, etc. Donc ça, c'était vraiment bien. Donc un bon feeling, on va dire, pour cette Mm. partie-là. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as vu de peut-être les choses les plus marquantes, alors les innovations ou les produits, hein, mais quelque chose qui ont vraiment fait tilt quand tu es passé à côté? Alors, j'ai pas vu vraiment d'innovation. Il y avait rien de révolutionnaire vraiment. En revanche, effectivement, pas mal de consolidation, de rationalisation de l'offre.
Et puis, bon alors forcément quand même malgré tout des petites perles, ici ou là de sociétés. Alors, une paire de lunettes, avec de l'eye tracking mais sans lentilles, des paires de lunettes ultra simplifiées, pour de l'assistance à distance, dans sa version la plus simple, mais du coup avec des prix assez intéressants. Il y avait aussi des petits plugins, des accessoires pour clipser sur les lunettes, pour pouvoir faire de la navigation de façon plus intuitive avec un stylo, et puis de pouvoir aussi épouser des applications plus pointues dans l'industrie ou le milieu médical. Euh, et puis aussi des business models un peu originaux, donc je reparlerai, je pense, un peu plus tard, peut-être dans la discussion, mais comme utiliser des cartes postales augmentées et puis les vendre à travers des boutiques aéroports. Voilà, C'est vraiment des marchés de niche, hein. c'est des marchés de niche, mais d'un autre côté, je trouve ça intéressant de voir que effectivement, par rapport à des choses qui commencent à se généraliser, donc des plateformes de web AR qui deviennent là, plus concurrentielles, ou des sujets de contenu de réalité virtuelle, pareil, où là, il commence à y avoir pas mal de choses. Se spécialiser, si on a vraiment un marché sur lequel on a quand même construit un business model préalable, c'est pas bête. Parce que effectivement, du coup, ça permet de percer et de vraiment se spécialiser sur un domaine où on a une chance plus particulière de pouvoir percer. Alors, Et, pardon. Et enfin, aussi en termes d'innovation, de choses un peu originales, il y avait une société qui vendait un siège hmm. à 360 degrés, qui était aussi intéressant. Donc, Exit Suit est venu avec un produit pour s'adapter en fait aux expériences avec des casques de réalité virtuelle, mais il va au-delà de juste le casque, voire de l'haptique. Là, on a carrément un siège qui bouge dans tous les sens, qui est adapté pour des marchés comme le gaming, la simulation, et même potentiellement aussi la réhabilitation sur la partie, euh, médicale. Donc voilà, il y avait quand même des petites choses comme ça qu'on voit toujours dans ces salons, Qui sont et qui pimentent un spectaculaires en fait. peu, et qui sont très spectaculaires. Alors tu m'as parlé aussi de la Zapbox, qui est peut-être, alors, c'est moins spectaculaire, on va le dire, mais ça illustre peut-être la partie que tu mentionnais avant sur des outils qui viennent en complément du smartphone ou des espèces d'accessoires qui vont aider à vivre des expériences de réalité augmentée. Complètement. Là, ça m'a vraiment. Alors, Zappar, c'est une boîte qui est là depuis aussi longtemps que je me souviens, 10, 12 ans probablement, sinon plus. Mais en revanche, c'est vrai que là, en plus de leur solution et de leur plateforme, ils venaient avec une espèce de version moderne de la Cardbox. Donc là, on n'était pas sur du carton, on était vraiment sur un serre-tête avec une partie plastique avancée qui permettait en fait de poser son téléphone portable, et aussi avec deux contrôleurs spécialement designés que tu pouvais prendre en main. Et c'était assez rigolo. Pour 90 balles, tu peux t'amuser à pouvoir avoir des smart glasses quelque part reconfiguré pour un téléphone en version très entrée de gamme. Mais c'était assez fun. Alors, Je- juste pour préciser, c'est intéressant, tu as parlé des marchés de niche et tu as parlé aussi de ces lunettes ultra spécialisées pour l'assistance à distance, etc. Alors on parle peut-être pas de réelles innovations en termes techniques, technologiques, etc., mais peut-être d'innovations alors, je ne sais pas si on peut appeler ça des innovations d'usage, mais en tout cas une maturité plus grande pour adresser un marché particulier qui a un besoin particulier, et avec l'idée toujours, hein, de réduire les prix d'entrée pour amener le plus de gens possible à les utiliser. C'est aussi ouais, une des complètement, conclusions enfin, qu'on peut avoir, hein, de l'extérieur de ces outils-là. complètement. Et du coup, la société là, Almer en l'occurrence, qui a envisagé de lancer ces lunettes là, enfin ils sont vraiment en pré-production.
C'est vraiment une espèce de bande que tu mets autour de la tête. Donc il y a de la tech dedans, mais en fait la lentille elle-même sort quelque part du bandeau que tu as autour de la tête et il n'y a que ça en fait. Et je pense que ce qui était intéressant, c'est que effectivement ils adressent une, un cas d'usage en particulier. Donc ils ont designé un produit pour un cas d'usage, mais en plus, ils envisagent leur business model uniquement en bundle avec une solution. C'est vraiment C'est-à-dire du qu'ils ne package, vendraient, quoi. c'est vraiment du package. Donc, ils commencent avec TeamViewer, mais ils discutent aussi avec d'autres sociétés. Et vraiment, ta solution, elle est prête à l'usage. Tu l'achètes auprès d'Almer, tu l'achèteras, et du coup, tu auras la possibilité d'utiliser ça pour l'assistance à distance dans un système ultra packagé et ce qu'on appelle plug and play, quoi. C'est-à-dire tu l'achètes et puis normalement en quelques minutes, tu es capable de pouvoir le déployer. Et c'est une idée intéressante parce que ça veut dire aussi qu'il y a des marchés qui sont perçus comme assez matures pour pouvoir rentrer dedans et être capable de développer un produit à l'échelle. Et ça c'est vraiment super encourageant. Alors, dans ton compte rendu et de ce que tu as vu aussi sur la WE, tu as insisté sur cette partie maturation, enfin, je sais pas si on peut l'appeler comme ça, du marché, en tout cas, l'évolution de plusieurs secteurs de ce marché de la XR vers des modèles qui font penser à quelque chose d'assez mature, en tout cas, dans la transformation du modèle économique. Alors, c'est peut-être complexe la façon de dire ça, mais de façon très basique, ça veut dire du SaaS, par exemple, beaucoup de modèles SaaS qui sont proposés pour aller vers un petit peu ce qu'on voit avec Almer, hein, c'est-à-dire fournir à travers un abonnement, par exemple, une solution ultra simple, prête à l'emploi, directement utilisable par le client final. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Bah, en fait, c'est vrai que c'est une évolution. Alors, si on regarde dans l'histoire des sociétés d'applications qui fournissaient longtemps, elles se sont focalisées sur du custom, sur des applications pratiquement développées à la demande. Et aujourd'hui, la grande majorité d'entre elles ont évolué vers des modèles de licence. Parce que forcément, c'est l'évolution naturelle du marché. Il y a plus de demandes, les prix ont baissé. Il y a une sorte de rationalisation de l'offre aussi avec des développements qui sont maintenant fixés dans le temps et qui permettent de faire des déploiements relativement simples. Donc c'est des sociétés qui ont un peu changé leur business model. Dans la grande majorité, elles sont allées vers ces systèmes de licence. Donc ça, c'était assez prégnant parce que voilà, j'ai vu des sociétés que j'avais déjà vues dans le temps, comme HoloLight ou ViewAR, et qui vraiment maintenant offrent des solutions qui sont aussi faciles à comprendre. Parce que pour le client final, c'est quand même plus facile de comprendre le prix d'une licence au mois qu'un potentiel développement sur un cahier des charges défini. Donc ça, c'est plutôt bien, surtout que les prix des licences maintenant sont vraiment abordables. On peut parler de prix de licence sans crier. C'est vraiment des choses que je pense une entreprise, même de taille moyenne aujourd'hui, peut s'offrir sur certains créneaux comme la formation, l'assistance à distance, ou même sur la partie retail, ou même sur la partie artistique où il y avait des choses intéressantes aussi, pareil, avec des modèles de licence pour pouvoir augmenter des œuvres, augmenter des produits en magasin. Enfin, voilà. Donc ça, c'est valable un petit peu sur tous les secteurs et c'est bien. Il y a aussi beaucoup de plateformes aujourd'hui aussi de web et art qui se développent. Donc, il commence même à y avoir une sacrée concurrence, je trouve. Avant, c'était anecdotique, mais maintenant, plus la techno évolue et plus ils arrivent à faire des choses top sur des bases de web et art. Et puis, alors, on est sur soit du low-code, soit carrément du no-code, avec des plateformes auxquelles on donne des outils directement au client final pour qu'il gère son contenu, ses expériences, etc. de façon ultra simplifiée. On est quasiment sur du drag and drop. Et du coup, forcément, là, ça ouvre un potentiel hyper intéressant. Donc là, effectivement, Artivive
qui est d'ailleurs une société Oui. autrichienne de Vienne, que j'avais déjà rencontrée par ailleurs, mais c'est vrai que le système est super intéressant parce que voilà, avec le téléphone, on regarde une œuvre dans une expo et elles sont augmentées. Alors, il y a vraiment beaucoup de storytelling, hein. C'est pas juste une Mm. augmentation, genre je vois l'image en 3D, il y a un truc qui sort. C'est vraiment, il y a toute une histoire. Ça peut durer un certain temps. C'est vraiment le contenu est de très bonne qualité. Donc là, on est sur une app téléchargeable parce que vraiment, on a du contenu, on a vraiment des très belles images 3D, on a voilà. Mais effectivement, c'est super intéressant. Et puis, alors pareil, le système de facturation, ça va être plus au téléchargement de d'expériences et au nombre d'expériences qui sont vraiment effectuées sur chaque œuvre. Mais du coup, ça rend le business model aussi win-win, quoi. Puisque si c'est très regardé et très téléchargé, bah forcément, ça veut dire que il y a plus de potentiel aussi pour l'artiste. Donc ça, c'était vraiment très intéressant de ce point de vue-là. Et au final, il y avait aussi, comme on l'exprime au début, des sociétés de logiciels qui vont sur du hyper niche, mais justement parce que elles veulent se différencier et elles veulent trouver des thèmes, des business models qui sont uniques. Donc effectivement, l'histoire des cartes postales, c'était vraiment intéressant. Euh, Parce que l'application qui s'appelle Picard, rien à voir avec nous, mais, mais en fait, elle est vraiment issue d'une société qui fait en fait des solutions logicielles de touristiques et d'expériences classiques, mais ils ont décidé de sortir un nouveau concept qui est intéressant en soi, hein. Tu vas dans un aéroport, tu achètes ta carte postale, en fait, elle est augmentable, mais tu peux mettre ton augmentation, donc tes photos de vacances, tu vois, que tu vas augmenter dans ta carte postale, et puis c'est ce que tu envoies à tes amis. Et en fait, tes amis, en augmentant la carte qu'ils reçoivent, ils peuvent voir tout le contenu que toi, potentiellement, tu peux y avoir mis sur ta destination de vacances. Et avec un business model intéressant aussi, alors c'est Picard, P-I-C-A-R-D, Alors, la société ok, parce que là j'en ai. En s'appelle fait, Pipec. tu vois, c'est assez marrant. Euh, je montre ça. J'ai juste tapé Postcard Augmented Reality pour voir. Ouais. Euh, Moi, ça me fascine très franchement, puisque je crois que la carte postale en réalité augmentée, ça a été le premier sujet sur lequel on a écrit à Airapro il y a en 2011 ou en 2010. Et régulièrement, tous les ans, on a deux, trois sociétés qui lancent ce genre Hmm. de Ouais, produits. C'est absolument fantastique. parce que la carte, en fait, je pense il y a plein de choses, mais tout ça, c'est très économique aussi. C'est que la carte postale, ben, elle se meurt, donc il faut la réinventer. Donc il y a quand même une partie de l'écosystème qui serait content de trouver des biais pour pouvoir la faire revivre. Et puis après, il y a le business model aussi. Ce que je trouvais intéressant chez Picard, de Pitech, là, c'est que ils envisagent de gagner de l'argent en vendant la carte postale. Donc carrément, rien à voir avec le logiciel et la solution. Si leur business model fonctionne tel qu'ils l'ont envisagé, alors il y a des défis, hein, forcément, rien n'est simple, mais je trouvais ça intéressant de encore, tu vois, retravailler le business model pour plus vendre l'application, l'interaction, le téléchargement, etc., mais juste le support papier, hein, ce qui est Donc encore assez nouveau. en fait, même si les gens ne font pas d'augmentation, ils vendent toujours la carte et c'est bon, quoi. C'est ça. C'est ça l'idée, l'augmentation comme un moyen de se différencier un petit peu de la carte du voisin, euh, Mm. avec toute la difficulté que cette augmentation-là, en tout cas que ce service supplémentaire ne soit pas trop onéreux pour ne pas trop augmenter le coût unitaire de la carte, quoi. C'est un équilibre peut-être un peu Complètement. difficile à tenir finalement. Mais voilà, je pense que c'est un peu une orientation de certaines entreprises aussi pour se dire je vais faire un truc unique et qui sur un marché qui potentiellement en a besoin. Alors là, on a parlé plutôt des produits que tu as vus, on va dire, sur le salon, sur les stands, sur les choses comme ça. Alors je sais que tu as pas eu trop le temps d'aller enfin, de faire les conférences, les tracts de conférences, les stands et les choses comme ça, mais est-ce que
Tu peux nous dire quelque chose un petit peu sur les conférences, en tout cas sur celles que tu as suivies? Qu'est-ce qui t'a marqué Bah, encore une fois? alors moi j'ai trouvé ça quand même assez intéressant, les thématiques qu'ils ont choisies. Donc il y avait ce qu'ils appelaient XR Enablement, donc la capacité à faire de l'XR, donc des parties un peu techniques. Il y avait une partie développeur et créateur. Après il y avait une partie plutôt plus industrielle ou healthcare ou safety and security. Donc voilà, il y avait vraiment des choses finalement qui étaient sur des secteurs pointus, très séparés les uns des autres, en fait, vraiment très segmentés. Et du coup, effectivement, en fonction de ton profil, tu pouvais vraiment choisir les pôles où tu allais. Alors évidemment, quand tu commences à être un peu éclectique comme je le suis, bah, il y avait des choses qui se superposaient. Tu pouvais pas être partout au même endroit, mais bon, ils ont quand même fourni, je pense que dans les 48 heures, on avait accès à toutes les vidéos quand tu avais participé à la WE. Donc, s'il y avait vraiment quelque chose que tu avais manqué, tu pouvais toujours le revoir en entrant à la maison. Donc, effectivement, dans l'ensemble, moi, j'ai vu quelques conférences sur la partie industrielle et sur la partie composants aussi, de lunettes et lunettes connectées. Donc, forcément, mes sujets de cœur en priorité. C'était assez intéressant. Du coup, je pensais qu'on serait deux, trois par audience du fait de la démultiplicité, mais en fait, non, il y avait toujours 10, 15, 20. Alors évidemment, quand c'était une grande marque ou quelque chose d'un petit peu plus euh, cross-platform, il y avait beaucoup plus de monde. Mais dans l'ensemble, même sur des choses un peu pointues, genre les waveguides ou voilà, les composants, il y avait toujours au moins une vingtaine de personnes, ce qui justifiait vraiment bah, l'intervention et les échanges aussi qui étaient systématiques. Ils s'arrangeaient toujours pour timer le temps. Il y avait un maître du temps dans toutes les salles qui permettait d'avoir un échange et au moins deux, trois questions en fin de session euh, pour avoir, euh, pour avoir un échange. Donc voilà, et je pense que dans l'ensemble, je ne serais pas à même de donner beaucoup de détails sur l'ensemble des conférences. Celle qui m'a particulièrement marquée, c'est la partie investissement. Donc il y avait la possibilité pour des startups de pitcher des investisseurs et de voir. Alors ça, peut-être parce qu'historiquement j'étais moins concernée, mais il y a des investisseurs XR maintenant. Donc on parle vraiment de. J'ai eu l'occasion de parler, comme la plupart d'entre nous, à des investisseurs généralistes, et c'est vrai que souvent ils étaient loin de la XR, ils étaient loin de connaître nos marchés, nos applicatifs, les cas d'usage les plus avancés par rapport à d'autres, etc. Mais là, il semble que maintenant, désormais, il y ait des fonds qui s'investissent et qui se spécialisent dans la XR, ce qui est vraiment bien pour nous parce qu'effectivement, ils connaissent bien notre secteur, mais aussi potentiellement, ils peuvent avoir des tickets plus petits. Mmh. Parce que c'est vrai qu'aussi, les gros investisseurs, souvent, ils commencent sur des sommes assez importantes, mais avec aussi des culbutes assez fortes dans les années à venir. Et du coup, c'est vrai que ça exclut beaucoup de gens de l'écosystème XR qui est pas encore à ce niveau d'évolution, qui peut faire des belles culbutes, mais sur des montants initiaux plus petits. Donc voilà, donc là, il y a eu une table ronde intéressante avec Force Venture Capital, il y avait Startup Wise Guy que tu connais bien. Mmh. Et il y avait FOV Venture, qui est un fonds UK, Finlande, d'après ce dont je me souviens. Et voilà, et ces gens-là ont vraiment débattu sur des sujets qui nous tenaient vraiment à cœur. Et c'est intéressant parce que malgré tout, il semble qu'effectivement, la conjoncture est pas terrible pour l'investissement, mais la plupart continuent à investir. Donc déjà parce que tous ceux qui sont venture capitalistes ou les fonds, bah, ils ont quand même de l'argent. Il y en a certains quand même qui sont payés à dépenser de l'argent qui leur sont confiés, donc il faut qu'ils continuent à investir. Et leur travail est peut-être un peu plus difficile parce qu'il faut effectivement évaluer de façon plus fine compte tenu de la conjoncture actuelle. Mais en revanche, ça veut dire que potentiellement, il y a de l'argent à investir même aujourd'hui et malgré la situation politique mondiale.
Et tu as trouvé le discours optimiste? Est-ce que tu peux résumer en quelques mots, hein, sans aller dans le détail? Euh, est-ce que tu as trouvé une connotation particulière au discours de ces investisseurs sur les années à venir, sur les typologies peut-être de marché, sur les typologies de produits, plateformes, produits plus classiques de logiciels? Ils ont pas été dans ce niveau de détail. Alors, il y en avait un des trois qui était plus orienté sur le gaming, donc qui était vraiment plutôt attentiste sur cette partie-là, euh, où ils avaient l'air de dire que de toute manière, les opportunités, même court terme, étaient toujours existantes. Donc, ça veut dire pour les créateurs aussi de contenu et applicatifs et de jeux, etc. Euh, ils ont pas. Alors, j'aurais pas dit qu'ils étaient fatalistes ni optimiste, vraiment, plutôt pragmatique. Je pense que c'est un peu. Enfin, les VC, c'est quand même une logique financière. Donc, c'est. Voilà, ils trouvent une perle, ils investiront. Ils trouvent une boîte qui arrive à prouver qu'il y a un bon potentiel à 5 ans. C'est clair qu'ils investiront. Donc, je pense que si on a vraiment une bonne idée, alors, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, hein. Il y a le leader du projet, qui est très important, l'équipe, tout ça, c'est des éléments très importants, hein, au-delà de l'idée Hmm. extraordinaire ou du. Mais c'est vrai ils sont, ils sont très influencés par le management, par l'équipe, voilà, par la capacité de l'entreprise, même petite, à réaliser le projet qui, euh, qui doit être financé. Mais au-delà de ça, c'est vraiment ça, quoi. Une bonne équipe, un bon manager, un projet avec un bon potentiel sur ça peut être un sujet de niche ou généraliste, mais bon, forcément avec quelque chose qui crée un différenciateur. Pas forcément avec non plus des IP ou ça peut être vraiment un projet libre, mais effectivement, il faut que ce projet en tout cas, soit valorisé 5 à 10 fois plus, je dirais, dans les années à venir pour les intéresser. C'est une logique financière. Mais je pense qu'il, voilà, à partir du moment où on rentre dans ce cadre-là, je pense qu'il ne faut pas hésiter non plus à les solliciter parce que ça coûte rien. Et en parlant à des investisseurs plus généralistes qui reçoivent des centaines, des milliers de dossiers tous les ans, c'est vrai que souvent ils reçoivent pas beaucoup Hmm. de dossiers de notre. Alors, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas assez de projets effectivement qui soient très générateurs? Moi, je crois pas. Je pense qu'il y a probablement des choses qui valent vraiment la peine. Maintenant, on est peut-être un peu timide aussi. Je pense que maintenant qu'il y a des fonds XR, faut pas se priver, quoi. Ça, moi, on peut toucher des montants en tout cas plus importants probablement qu'avec un financement public. Donc, alors, sans faire le tour, hein, comme on l'a dit, de toutes les conférences, hein, on a vu qu'il y en avait beaucoup et comme tu l'as rappelé, si on veut revoir les conférences, c'est très facile, hein, il suffit d'aller sur la chaîne YouTube de la WE et toutes les conférences sont filmées par track, donc c'est extrêmement simple d'aller revoir les choses, dont la conférence avec les investisseurs. Et comme tu l'as dit, je vous Mm. encourage vraiment à aller l'écouter parce que ça donne aussi une vision peut-être un peu moins morose. Je sais pas comment tourner Mm. le truc, mais Mm. peut-être un peu Tout à plus fait. optimiste comme tu l'as dit, de la capacité à aller trouver de l'investissement, même si on se doute qu'il va falloir être, ça tu l'as dit aussi, un petit peu plus démonstratif dans la capacité de traction et de la capacité d'avoir un modèle économique Mm. viable à 3 ou 5 ans. Donc, bon, Ouais. après tout, on peut difficilement se plaindre d'avoir quelque chose on va dire, de plus compréhensible ou au moins de plus viable pour les investisseurs. Je voudrais revenir sur Absolument. un petit détail aussi que tu as mentionné dans ton compte rendu et qui, comme toi, qui m'a étonné un peu. Euh, le sponsor platinum de l'AWE, c'était Hong Kong, Ouais. l'AWE Europe. Et Ouais. c'était pas que le sponsor platinum, hein, parce que je crois qu'il y avait une quinzaine de sociétés asiatiques, une société qui travaillait dans la XR, qui sont venus.
Euh, Qu'est-ce qu'il faut en penser selon toi? Bah, en fait, j'ai essayé d'en discuter un peu avec les organisateurs de la W parce qu'effectivement, c'était surprenant. Euh, j'ai cru comprendre que effectivement, c'est Hong Kong qui s'est positionné pour pouvoir investir en fait dans ce salon. Je subodore, et là c'est mon hypothèse, qu'ils sont intéressés par le marché européen. J'essaie de me mettre ainsi, ouais, une quinzaine de boîtes. Vous avez des solutions super sympas. Enfin, je les ai vraiment regardées très rapidement parce que les 100 autres m'ont pris un peu plus de temps, mais voilà, on sentait bien qu'il y avait du contenu, il y avait plein de petites boîtes qui avaient vraiment du potentiel et de l'envie, etc. Un peu comme nous, mais Hong Kong, c'est un petit marché. Et je pense que leur marché intérieur est super limité. Les relations avec la Chine sont ultra compliquées. Donc, moi, je serais hongkongais, j'essaierai effectivement de me développer sur d'autres marchés à potentiel, donc probablement les USA et l'Europe. Je subodore que de payer pour la WEU européenne est peut-être un peu moins cher que d'essayer d'investir sur la WE USA pour avoir le top partenariat. Mais voilà, je pense que c'était opportuniste de leur part, que la WEU était content d'avoir un sponsor de marque. Euh, je pense que ça crée aussi potentiellement aussi des partenariats, des bonnes idées, des partages, etc. Bon voilà, ça n'a pas été. Je suis pas sûre qu'ils aient été, enfin du retour qu'ils ont eu de cette présence, mais en tout cas, ils se sont fait voir, ils ont montré ce qu'ils savaient faire. Je pense que c'est pas la dernière fois qu'on voit Hong Kong dans des salons internationaux. Et pour terminer, si tu veux bien, je voudrais te laisser un peu la conclusion. Alors, tu as brossé au début une vision un peu générale du salon, donc une Mm. vision, on va dire, au présent pendant le salon, hein, comment il a été. Euh, Si tu avais un mot de la fin, une sorte de conclusion sur qu'est-ce que ça augure des prochains mois, j'ose pas dire des prochaines années, mais de l'évolution peut-être du marché de la XR en Europe ou du positionnement des entreprises, des choses comme ça? Bah, de- moi, je trouve qu'aujourd'hui, effectivement, les entreprises de l'XR, là, pas mal d'entre elles sont là depuis un certain nombre d'années. Elles ont appris, elles sont consolidées, elles ont rationalisé leur offre, c'est plus lisible, les prix sont plus accessibles, il y a des choses sur étagère. Je pense que la période est un peu difficile parce que voilà, conjoncturellement, c'est dur pour tout le monde. Pour des boîtes qui font pas encore 150, 200, 250 personnes, c'est vrai qu'il y a un moment qui est un peu compliqué. Mais malgré tout, elles continuent d'investir. Tu vois, la plupart commencent à tout intégrer de l'IA dans leurs solutions XR. Elles réfléchissent vraiment à améliorer leur offre, à rajouter des composants, des fonctionnalités. Donc il y a vraiment un gros effort qui est fait du marché. Là où je suis plus circonspecte, c'est les clients finaux en fait, et c'est l'adoption. Et ça, je pense que vraiment, il faut qu'il y ait une accélération de l'adoption des technologies. Parce que autant j'aurais pu entendre quand j'ai commencé il y a une dizaine d'années que le hardware n'était pas prêt, le logiciel était trop cher, le custom allait prendre des développements à façon, allait prendre 5 ans et on savait jamais à combien on allait finir en termes de budget. Mais tout ça, c'est derrière nous. Donc, il faut vraiment que le marché, dans la grande, et je parle des marchés en général, hein, que ce soit dans la culture, que ce soit dans le retail, dans l'industrie, dans le médical, de voir qu'il y a des choses, alors pointues, hein, elles ne feront pas tout dans l'entreprise, Mm. forcément, c'est vraiment que des sujets de pointe, mais qu'il y a vraiment des solutions super intéressantes, qui sont fonctionnelles, qui marchent bien, qui sont rentables, parce que tout est une question de ROI, hein, et on ne fait pas du tout, contrairement à l'image qu'on a pu transmettre dans les années passées, on ne fait pas des choses juste belles, on fait des choses vraiment utiles et utiles à l'entreprise.
Donc je pense que c'est ça en fait le grand truc, c'est que les boîtes s'accrochent, elles ont vraiment des belles choses à vendre maintenant, et le marché de la XR, les fournisseurs en fait de contenu sont vraiment à fond. Alors évidemment, on peut dire le hardware est pas totalement là au niveau des lunettes de RA, mais on voit que sur des sujets pointus, il y a quand même des produits qui sont disponibles. Au pire, il y a toujours les tablettes et les smartphones. Il faut commencer quelque part, mais vaut mieux commencer maintenant en commençant par des peut-être des matériels qui sont plus utilisés, plus communs, plus accessibles et acceptables, mais avec les solutions qui Mmh. sont sur le marché, et mettre le pied à l'étrier et aider notre écosystème aussi à grossir, parce que plus ils vendent de licences, plus ils investissent, plus ils grossissent, et plus en fait on rentre dans un cercle vertueux. Eh bien, j'espère que le marché t'entendra, Valérie. En tout cas, on fait tout pour expliquer à quoi ça sert et comment avoir un vrai retour sur investissement. Je partage avec toi un, un optimisme. Alors bon, moi je suis quelqu'un de mesuré, donc j'ai toujours un optimisme mesuré. Mais le fait de proposer des choses vraiment claires, relativement simples, sur des périmètres fonctionnels bien définis, avec un coût bien défini, ça aide quand même beaucoup à travailler sur le retour sur investissement. Autant, comme tu l'as dit, c'était peut-être un petit peu fumeux les dernières années parce qu'il y avait beaucoup de variables compliquées à calculer. Autant aujourd'hui, quand on explique qu'un package, comme on l'a vu, lunettes et logiciels, bah, ça coûte 200 € par mois, bah voilà, le coût il est fixé, il y a pas de surprise, et que comme tu l'as dit, hein, un technicien qui se déplace 3 fois dans le mois, il coûte plus de 200 €. Voilà, le ROI, il est fait, c'est calculé, et puis basta, on passe à autre chose. Donc on va voir Exactement. aussi si ces offres-là vont pouvoir être mises en avant et vont, elles, vraiment booster le, la pénétration de la technologie dans ces marchés dont on parle. En tout cas, merci beaucoup Valérie, c'était Avec euh, plaisir. c'était un plaisir d'échanger avec toi. Et puis, la prochaine date de l'AWE Europe est fixée, hein. Je l'ai vu en octobre 2024. Alors, ce sera toujours à Vienne, du 30 au 31 octobre 2024. On verra, donc on verra si on se retrouve dans la situation assez marrante d'un événement américain sponsorisé par un État asiatique pour faire quelque chose en Europe. Moi, c'est vrai que je trouve ça assez sympathique. C'est beau la globalisation quand même, c'est beau. C'est fort. Donc on verra. Rendez-vous en 2024. Rendez-vous en 2024. Merci Valérie. Merci, bonne journée.